Bon, je suis très content d'être là. C'est toujours, en fait, c'est toujours étonnant quand on écrit un livre qu'il y ait des gens qui le lisent. Parce que forcément, on espère que ça va arriver, mais on ne sait jamais si ça va arriver. Et en plus d'être invité pour en parler, c'est vraiment encore mieux. Alors, effectivement, histoire de vous faire venir ce soir, j'ai organisé ce petit mouvement des Gilets jaunes pour susciter votre intérêt pour les questions économiques. Donc, ce que je vais faire ce soir, c'est que je vais donc expliquer un petit peu d'où vient fondamentalement ce mouvement des Gilets jaunes. C'est des choses assez simples, hein, mais que je pense qui sont importantes à rappeler. Ensuite, évidemment, en toute modestie, mais je vais résoudre le problème des Gilets jaunes. Hein, puisque vous savez que nous, les économistes, on aime bien dire aux hommes politiques ce qu'ils doivent faire. Donc, comme là, j'ai pas de contradicteur en plus et que j'ai plus que 2 minutes, contrairement à ce qui se passe sur les plateaux de télé, je vais en profiter. Et puis après, je vais essayer de vous donner envie d'acheter le livre par des petites méthodes de teasing dont on verra si elles sont efficaces. Alors, les Gilets jaunes. Bon, évidemment, on a tous lu plein de choses sur les Gilets jaunes, donc je vais essayer de pas répéter ce qui a été dit. Les Gilets jaunes, en fait, posent plusieurs questions, mais il y a une question qui est pour moi la plus importante, c'est celle du partage des richesses. C'est avant tout une question de partage des richesses. C'est pas une question seulement fiscale, c'est pas une question seulement liée évidemment à la voiture. C'est une question. Ça a été beaucoup dit hein, par tous les gens qu'on a vus sur les ronds-points qui estiment que simplement ils sont trop pauvres et que ceux qui gagnent beaucoup d'argent en France sont beaucoup trop favorisés, déjà parce qu'ils gagnent dans l'économie et par en plus les politiques fiscales qui réduisent les impôts sur les plus riches. Et effectivement, de ce point de vue-là, les Gilets jaunes ont raison. Et nous, on est un certain nombre d'économistes à expliquer ça depuis quand même maintenant pas mal d'années et à prêcher dans le désert au sein de notre profession et au sein des médias plus généralement, y compris malheureusement sur le service public. Vous avez remarqué que sur France Inter, le seul économiste qui intervient est quand même quelqu'un qui dit des bêtises, hein, qui s'appelle Dominique Seux. Donc c'est un tout petit peu frustrant pour nous. Et alors qu'est-ce qui s'est passé, notamment en France ? Eh bien, en France, on a 2 périodes historiques qui sont incroyablement distinctes. C'est presque une caricature, mais c'est ce que nous donnent les statistiques. On a la fameuse période des 30 Glorieuses, hein, de 1945 jusqu'à la crise de 73. Et puis, depuis la fin des années 70 et jusqu'à aujourd'hui, on est rentré dans une nouvelle phase du capitalisme, qu'on appelle soit le capitalisme actionnarial, pour souligner le rôle de la bourse, soit la mondialisation libérale, soit le nouveau capitalisme, et qui est un nouveau système économique qui est très défavorable aux salariés. Et donc, la première phase de croissance qu'on a tous vécue dans nos familles, c'est cette phase sans précédent dans l'histoire de notre pays, d'accession à un niveau de vie matériel très élevé. Hein, c'est le moment où on accède justement à cette sacrée voiture. Il faut savoir qu'en 1960, il n'y a qu'un tiers des ménages qui ont une voiture. Hein, en 1960, les seuls à avoir une voiture, c'est le notaire, le médecin, les chefs d'entreprise, les cadres supérieurs, etc. Moi, mon père me racontait que la première voiture que son père a achetée, qui lui-même était un tout petit chef d'entreprise, il était maçon, il y a une toute petite entreprise de maçonnerie, quelques salariés à Chalon-sur-Saône, et ben en fait, il faisait déjà du covoiturage, même si le mot n'existait pas à l'époque, puisque la voiture avait été achetée à 2 familles qui se partageaient la voiture. Hein, et donc ça, c'était pour le coup dans une famille de la classe moyenne dans les années 60. Donc on a eu un gain de vie matérielle absolument dingue. On a accédé tous, hein, ça a été le frigo, le téléviseur, la radio, des logements plus grands, mieux chauffés, avec des pièces plus grandes. Les normes ont changé. Hein. Avant, les enfants se partageaient une chambre. Maintenant, vous avez l'impression d'être un mauvais parent si vous mettez 2 enfants dans la même chambre. Donc les normes ont incroyablement changé. Et tous les travaux de psychologie nous enseignent que, malheureusement, nous, les êtres humains, on s'habitue très facilement lorsque les choses s'améliorent. Par contre, on ne s'habitue pas du tout lorsqu'elles se détériorent. Mais lorsqu'elles s'améliorent, en fait, on oublie d'où on vient très rapidement. Et donc, en fait, on a toujours besoin d'avoir une amélioration de nos conditions de vie. Sinon, surtout quand on est des Français, on se met à râler. Donc cette période des années 60, enfin, l'exemple type, c'est vraiment les années 60, c'est ce qu'on appelle, pour les économistes, la production de masse,
Hein, c'est les fameuses usines Renault, c'est Boulogne-Billancourt, etc. C'est le travail à la chaîne, avec des conditions de travail d'ailleurs très très dures, très très violentes, mais qui sont acceptées par les syndicats. D'ailleurs, ça c'est un point sur lequel il faudrait revenir, qui sont acceptées par les syndicats en échange d'une augmentation du pouvoir d'achat. C'est-à-dire que même la CGT, qui est très forte à l'époque, laisse la gestion des usines au patronat en échange d'une augmentation permanente du pouvoir d'achat, qui est effectivement très forte, puisque même si on peut discuter des chiffres, c'est de l'ordre de 5% par an dans les années 60, ce qui veut dire que votre pouvoir d'achat augmente de 50% en 10 ans. Je vous laisse comparer avec les situations de ces dernières années, c'est absolument incroyable. Et donc cette époque-là, c'est à la fois le meilleur de notre histoire récente, mais c'est aussi le pire, parce que c'est aussi l'époque de la consommation de masse. C'est le moment où se développe toute la civilisation du jetable, du plastique, et puis évidemment de l'automobile, de l'étalement urbain, avec chacun veut voir son petit pavillon, etc. Les prix du logement en centre-ville commencent à augmenter, il y a les trajets domicile-travail s'allongent, etc. Et donc on est de plus en plus dépendant de la consommation, et la consommation est de plus en plus importante dans nos vies, dans notre sentiment d'avoir réussi notre vie ou pas. Et on le voit avec les nouvelles générations, les adolescents, etc. Tout le délire autour des marques et des choses comme ça qui n'existaient absolument pas, ou enfin, je n'ai pas du tout l'impression comme ça, par exemple dans les années 50. J'ai du mal à imaginer les adolescents des années 50 être aussi obsédés par les marques que les adolescents d'aujourd'hui. Donc ce gain matériel de niveau de vie a transformé très profondément notre pays, mais ça marchait tant qu'on avait une hausse soutenue et permanente du niveau de vie. Et puis, sans trop rentrer dans les détails, cette période, elle arrive à une fin, à la fin des années 60. Il y a un ralentissement de ce qu'on appelle les gains de productivité, c'est-à-dire de l'efficacité de l'économie. Et puis, il y a la crise des années 70 avec les chocs pétroliers. Et là, avec les chocs pétroliers, il se passe quelque chose de très bizarre. Alors, faire un tout petit peu de mécanisme économique, vous allez voir, c'est simple. C'est qu'avec la hausse du prix du pétrole, eh bien évidemment, les coûts pour les entreprises augmentent, puisque le coût de l'énergie augmente. Donc, les entreprises vont voir leurs profits baisser. Mais comme les syndicats sont forts à l'époque, la hausse du prix du pétrole veut dire aussi augmentation des prix. Et donc, les syndicats vont obtenir des hausses de salaire. Et donc, les entreprises vont y perdre sur les deux tableaux. Imaginez, vous êtes une PME, vous fabriquez n'importe quoi, ou vous achetez du gaz ou de l'électricité. Le prix de l'énergie augmente, et en plus, les salaires augmentent. Donc vos profits sont absolument squeezés, vous gagnez beaucoup moins d'argent qu'avant. Et à chaque fois que vous essayez d'augmenter les prix pour vous récupérer sur la baisse de profit, eh bien, les salariés demandent des hausses de salaire. Et donc là, ça a été ce qu'on appelait la spirale inflationniste, c'est-à-dire hausse des prix, hausse des salaires pour récupérer sur la perte de pouvoir d'achat, qui conduit à une nouvelle hausse des prix, etc. Et c'est comme ça qu'on a eu des taux d'inflation en France à la fin des années 70 de 15% par an, ce qui est assez dur à imaginer aujourd'hui, et que les dirigeants, et c'est la grande date, c'est 1983, avec le tournant de la rigueur, avec notamment Jacques Delors, ont décidé qu'il fallait rétablir les profits des entreprises. Et parce que ce qui s'est passé de très étonnant dans la crise des années 70, c'est que le partage des richesses s'est fait en faveur des salariés. C'est-à-dire que c'est une crise qui va être terrible pour les salariés parce que c'est le début du chômage de masse. Mais au moment où la crise se passe, au moment des années 70, en fait, dans le partage des richesses, là les statistiques sont très claires pour la France, dans le partage des richesses dans les années 70, c'est les salariés qui y gagnent et c'est les entreprises qui y perdent, parce que les salariés sont forts encore à l'époque, parce que les syndicats sont forts, parce que le chômage est faible. Mais en fait, c'est le crépuscule du salariat, c'est-à-dire que c'est la queue de la comète du plein emploi et de la force de négociation des salariés, qu'on ne retrouvera plus jusqu'au mouvement historique des Gilets jaunes, qui verra une revanche du salariat sur le capitalisme et le bonheur et la paix dans le monde. Mais donc, à partir du début des années 80, la priorité de tous les gouvernements de droite et de gauche, c'est de restaurer donc la profitabilité des entreprises. Et malheureusement, ils vont y arriver, ils vont trop bien y arriver.
Et la part des salaires dans la richesse nationale va baisser, va beaucoup baisser. Parce que c'est des politiques qu'on a appelées de modération salariale, c'est-à-dire qu'il fallait que les salariés modèrent leur salaire, comme vous devez modérer votre consommation d'alcool, ou comme moi, je devrais modérer ma consommation de saucisson. D'accord ? Il faut avoir de la modération dans le salaire. Et là, il va se mettre en place un mécanisme simple, que là, on a tous vécu, c'est-à-dire que comme les salaires ne vont plus beaucoup augmenter, le pouvoir d'achat va stagner, et donc la demande qui est adressée aux entreprises va stagner. Les entreprises ne vont pas avoir de raison d'embaucher, et comme en France, on a une très mauvaise habitude, c'est qu'on fait des enfants, eh bien, vous avez d'un côté de plus en plus de gens qui cherchent du travail, et d'un autre côté, une économie qui tourne au ralenti, où les entreprises n'ont pas besoin d'embaucher plus, parce qu'elles n'ont pas de demande supplémentaire pour ce qu'elles produisent. Et donc, vous avez d'un côté une population active qui augmente, et de l'autre côté, une production qui stagne ou qui augmente beaucoup moins vite, et donc vous avez du chômage. Et donc, on est un chômage de masse en France depuis maintenant à peu près 4 décennies, ce qui est une folie politique que nos dirigeants ont acceptée, ce qui est complètement irresponsable de leur part, et contre laquelle ils ont plus ou moins essayé de lutter avec les allocations chômage, avec le RMI, avec le RSA, avec TF1 qui endort les chômeurs toute la journée devant leur télé, etc., etc. Donc, on n'est jamais sorti de cette situation-là, et en fait, c'est ça la crise des Gilets jaunes, c'est que c'est cette stagnation du niveau de vie depuis 20 ou 30 ans qui, là, arrive à une forme de limite, parce que maintenant, on dit à tout un tas de gens qui n'arrivent pas à vivre dignement, et notamment qui n'arrivent pas à suivre la norme de consommation qui existe dans notre société, parce qu'il y a une norme de consommation dans notre société, et l'automobile, évidemment, c'est le premier objet que vous devez posséder pour être un citoyen à part entière. Il suffit de passer 2 heures devant sa télé, quand on voit le nombre de pubs qu'il y a pour des voitures qui coûtent 20 000 €, c'est absolument délirant. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire dans certains commentaires actuellement sur les Gilets jaunes, que j'ai entendu autour de moi ou à la télé, on dit « Regardez, il y en a qui ont des belles voitures et tout ça ». C'est-à-dire qu'on vous dit toute la journée qu'il faut acheter une belle voiture, et quand vous le faites, on vous dit « Ah bon, vous avez acheté une belle voiture, mais vous n'avez pas les moyens ». Ben oui, mais il y a un moment où il faudrait savoir quel genre de société on vit, c'est-à-dire que là, il y a une incohérence. Et puis, il y a simplement tout un tas de gens, effectivement, qui sont pris à la gorge par l'augmentation du prix des logements qui ne concernent pas que Paris, et par exemple, la baisse des remboursements de santé, qui fait que c'est de plus en plus coûteux de se soigner, l'augmentation des prix des transports. Maintenant, on voit la SNCF qui pratique des tarifs complètement délirants depuis qu'ils ne sont plus encadrés par l'État, etc., etc. Donc, contrairement à ce que nous disent certaines statistiques de l'INSEE, il y a plein de gens dont le niveau de vie objectif absolu a baissé ou baisse depuis des années. Et lorsque la voiture tombe en panne, lorsqu'il y a une réparation à faire chez eux, c'est la catastrophe, ils ne peuvent pas y faire face. Et donc il y a cet énorme problème de partage des richesses. Et donc on a eu en fait une augmentation des inégalités à la fois par le bas et par le haut. Donc l'augmentation des inégalités par le bas, c'est le fait que quand vous êtes au chômage, bien évidemment, vous gagnez beaucoup moins que si vous aviez un bon salaire, donc vous touchez peu. En plus, les allocations chômage ont plutôt été réduites. Donc là, j'élargis le propos à la fois en France et puis dans tous les principaux pays riches. Et puis, vous avez une fantastique augmentation des inégalités par le haut. Et là, c'est notamment les travaux de Thomas Piketty qui montrent que maintenant, vous avez des firmes mondiales, vous avez Amazon, Google, etc., qui versent des salaires délirants à leurs salariés parce que ça ne représente rien du tout par rapport à la taille de l'entreprise. Vous avez des entreprises comme notamment vous avez 7 milliards d'êtres humains et qui sont eux-mêmes de plus en plus riches. Quand vous êtes une entreprise qui vise le marché mondial, verser quelques dizaines ou même quelques centaines de millions d'euros ou de dollars à un salarié, c'est tout à fait négligeable par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est rien du tout. Donc on a des salariés, c'est ça qui est étonnant, c'est que les gens qui sont salariés, des salariés superstars, qui ont des rémunérations très très élevées, sans aucune commune mesure avec le salarié moyen, et qui en plus bénéficient de très fortes politiques de baisse des impôts, puisqu'il y a une concurrence fiscale entre les États, où tous les États se disent, si on veut garder ces gens très compétents chez nous, il faut baisser les impôts,
qui payent. Et donc évidemment, c'était l'erreur de Macron avec l'ISF. On nous racontait une espèce d'histoire rocambolesque pour nous expliquer que la baisse de l'ISF allait bénéficier à l'économie française. Et c'était intéressant parce que c'était une mesure qui n'avait aucune rationalité économique. C'est une mesure pleinement idéologique, qui a bien été comprise comme telle par les Français, et c'est ce qui lui est reproché aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'on peut sortir de la crise des Gilets jaunes, ou comment est-ce qu'on aurait pu en sortir si les gouvernants avaient agi plus rapidement? Ben, évidemment, il faut arrêter de tourner autour du pot, enfin, il faudrait, et tout simplement parler du partage des richesses. Parler du partage des richesses. Parce qu'il y a quelque chose dans la discussion nationale, sans doute que la plus grande victoire des libéraux depuis les années 80, c'est d'avoir réussi à nous faire croire qu'on était un pays pauvre. Je pense que c'est ça la plus... On ne s'en rend même pas compte de cette victoire, mais je pense que la plus grande victoire des libéraux, c'est ça. C'est que quand vous pensez à la France, les premières choses auxquelles vous pensez, c'est déficit public, dette publique, impôts, fonctionnaires, profs qui foutent rien, etc. Coûts, voilà. Alors qu'on est, de la façon la plus objective qui soit, un des pays les plus efficaces au monde. On est la 6e puissance économique du monde. On a un niveau d'éducation qui malheureusement n'est pas ce qu'il devrait être, mais qui est un des plus élevés au monde, etc., etc. On a une productivité, dans les indicateurs de productivité à l'échelle mondiale, la France est dans les tout meilleurs. Ce qui d'ailleurs pose des problèmes, parce que la contrepartie de la productivité, c'est une intensité au travail qui peut être source de graves souffrances physiques et psychologiques, etc. Donc je ne dis pas que c'est forcément une bonne chose en soi, mais en tout cas, si on fait le jeu de l'économiste normal, il y a plein d'indicateurs qui vont très très bien en France. Et par exemple, ramené à la population, on a plus de milliardaires que beaucoup de pays comme l'Allemagne. Donc c'est pas vrai qu'en France, on ne peut pas être riche. On peut être extrêmement riche. Là aussi, si vous allez sur le blog de Thomas Piketty, il donne des chiffres et il montre que ces dernières années, les patrimoines des personnes les plus riches en France ont augmenté dans une très forte proportion et beaucoup, beaucoup plus vite que les salaires. Donc dire qu'en France, on ne peut pas être riche à cause des impôts, c'est juste faux empiriquement.